Bonjour chers amis, nous avons parlé de la dernière fois de ce qu'était le genre et puis de la transidentité. Il y a aujourd'hui dans notre société un autre fléau qui est d'un autre ordre mais qui est tout aussi prégnant, c'est la pornographie. J'aimerais que l'on regarde un peu de quoi il s'agit. La pornographie, d'abord qu'est-ce que c'est que la pornographie? C'est la représentation complaisante à caractère sexuel de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Aujourd'hui, c'est bien sûr surtout avec des clips sur Internet que se développe beaucoup la pornographie. En tout cas, c'est la représentation explicite d'actes sexuels qui sont finalisés avec le but de susciter l'excitation sexuelle ou la masturbation. Voilà, et donc c'est traditionnellement distingué de l'érotisme. L'érotisme vise seulement, si je puis dire, vise des représentations culturelles et artistiques qui suggèrent le désir sexuel, mais sans focaliser sur la génitalité. Alors ça se développe évidemment beaucoup aujourd'hui par Internet, à travers des vidéos et dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est tellement simple de pouvoir avoir accès sur ces canaux dont l'accès est très facile. C'est tellement simple aujourd'hui d'avoir des images pornographiques. Et cette exposition à des contenus pornographiques, ça peut se faire quelquefois par surprise, puisque ça arrive sur votre ordinateur, comme on dit, par des fenêtres pop-up, alors que l'on ne les recherche pas forcément. Et c'est cette surprise qui peut quelquefois atterrir justement sur les portables aussi de nos jeunes. La pornographie, ça imprègne aujourd'hui tout notre environnement. On la voit dans la publicité, la mode, le cinéma, les séries télévisées. Il y a parfois, comme ça, de temps en temps, des images qui sont pornographiques. Ça peut se voir aussi dans des spectacles, des expositions et d'autres choses. Voilà qu'on est passé en quelques années d'un phénomène qui concernait quelques personnes, un nombre restreint de personnes, ou du moins des personnes qui restaient discrètes, parce qu'il s'agissait autrefois que de n'avoir que des CD ou des magazines. Et aujourd'hui, on est bien passé à un phénomène massif de consultation qui peut se faire en tout lieu à tout moment, simplement avec quelques clics. Alors c'est tout le monde qui est concerné par la pornographie, mais c'est problématique parce que ça touche maintenant des personnes de plus en plus jeunes. Et ces consultations pornographiques, elles sont très répandues, aussi bien chez les adultes, mais aussi maintenant chez les jeunes, les enfants même, et de manière massive. Un sondage qui date de 2018 nous apprend que il y a un enfant sur 3 à 12 ans qui a déjà été exposé à du contenu pornographique. Et c'est 62% quand ils ont 15 ans qui ont été touchés par ça. Voilà, donc c'est quand même largement massif et ça se développe, vous savez, d'année en année, ça se développe. Et puis alors, par les réseaux sociaux, c'est pour ça que les jeunes sont plus sensibles à ça, pour ce qui est des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on se partage des images, et les jeunes peuvent se partager des images d'eux-mêmes, ce qu'on appelle des nudes ou des sexting, et c'est tout ce petit monde qui joue avec cela, et également quelquefois de façon harcelante, quand on impose à des jeunes, ça peut être des jeunes filles comme des jeunes hommes, on impose des images pornographiques, violant ainsi l'intimité des personnes, c'est la revenge porn, on harcèle une personne en lui envoyant des images pornographiques. Cette diffusion, elle se fait beaucoup chez les enfants, chez les jeunes, parce que justement, elle emprunte de nombreux canaux.
Alors c'est une épidémie, on peut parler comme ça, parce qu'elle provoque, bien sûr, on va en parler, qu'est-ce que ça provoque? Mais ça provoque la pornodépendance, avec des répercussions qui vont pouvoir être chez les jeunes tout au long de leur vie. La pornographie est une véritable industrie, c'est pour ça que ça se développe, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, aujourd'hui, ça rapporterait 100 milliards à l'industrie pornographique. Et on estime que c'est 35% de l'ensemble du contenu téléchargé sur Internet qui est du pornographique. Donc le tiers de ce que l'on télécharge, c'est du pornographique. C'est extrêmement lucratif, c'est pour ça que ça marche, et en même temps, ça cache une réalité sordide pour ceux qui s'exposent en tournant ces vidéos. Il y a là derrière un véritable proxénétisme, parce que ceux qui font ces vidéos-là, ceux qui en sont les acteurs, ils obéissent à des proxénètes, c'est très rarement dans la liberté, ils singent des actes sexuels contre souvent leur volonté. L'argent va aux producteurs, bien sûr, et très très peu à ceux qui sont employés dans cette industrie. C'est une véritable industrie avec des employés nombreux. C'est donc tout un système de prostitution qui prolifère et pour lequel, vous voyez bien, on ne fait pas grand-chose, semble-t-il. Alors pourquoi parler de pornographie? C'est à cause des conséquences. Et je pense, dans cette émission sur la famille, aux effets que ça peut avoir sur les enfants, les jeunes, voire peut-être aussi, bien sûr, les adultes. Beaucoup d'hommes sont en prise, en lutte avec cette tentation dans laquelle ils sombrent peut-être un peu trop souvent. C'est une conception faussée de l'amour et de la sexualité et qui reste dans le subconscient de toute personne qui regarde ces images, et particulièrement quand c'est des jeunes. Et voyez comment la pornographie favorise les attitudes de violence et de mépris vis-à-vis du corps et du corps de l'autre sexe. Et ça peut ressurgir à l'âge adulte pour l'enfant, pour plus tard, pour son avenir, et dans les relations entre les adultes eux-mêmes. Donc ça touche le couple, comme ça touche aussi les enfants. Pourquoi? Parce que ça met en scène une caricature de la relation sexuelle, qui n'est absolument pas une relation normale entre des personnes, parce qu'elles sont chosifiées, elles sont même réduites à leurs organes sexuels, qui sont souvent montrés en gros plan, évidemment au défi de toute pudeur. C'est des performances toujours plus extrêmes, où la femme, en fait, sert d'objet sexuel à ceux qui abusent d'elle. C'est pas autre chose que des formes d'abus sexuels. Et l'enfant ou l'adolescent, lui, il prend ça de plein fouet, il pense que c'est la manière habituelle pour un couple d'avoir des relations intimes. C'est là que c'est très très grave pour nos jeunes. Ils n'ont pas la maturité, la capacité de gérer de telles pulsions et de telles émotions quand ça tombe sur un corps qui est tout juste sexué, comme l'est un corps d'adolescent. Alors quelles sont les conséquences? Eh bien, c'est d'abord la honte, la culpabilité. C'est les premiers sentiments que le jeune peut avoir devant ces images. Donc ça, c'est en lui, vous voyez. Cette culpabilité, c'est pas la société qui a créé ça, parce qu'on n'est plus dans une société, on est dans une société permissive. Et donc, il sait intérieurement que c'est mal. Et il ressent de la culpabilité. Il voit que ce n'est pas un rapport qui est juste entre l'homme et la femme. Et ça crée une sidération en lui, surtout les premières fois. Même s'il peut y avoir aussi en même temps du dégoût, il va avoir envie de continuer à regarder. Et c'est là que commence l'addiction. Il y a une crédulité chez les jeunes qui fait qu'avant 13 ans, ils croient que cela se fait comme ça. Et son regard est sali, comme on dit, parce que l'amour est totalement dévoyé et terni.
Le jeune se sent sali d'être témoin de ces horreurs, parce que là aussi, vous voyez, la pudeur est un sentiment normal. Il se sent sali, il est dans le dégoût, la tristesse, et il va perdre la motivation et peut-être même la confiance en ses parents. Voilà tout ce que produit la pornographie et évidemment en premier lieu la masturbation que le jeune ou l'adulte pratique, avec le fait que par mimétisme, on reprend des rapports sexuels qui sont imposés par l'image à l'ensemble du cerveau. C'est ça le mécanisme de la pornodépendance. Nous allons voir après la scène qu'est-ce que l'on peut faire, quelle est notre place de parents face à cette invasion pornographique. Il était une fois un prince dans une lointaine province, riche et puissant comme il se doit, pourtant toujours triste tu vois. Il possédait terres et richesses, mais rien n'effaçait sa tristesse. On l'aimait presque comme un dieu, pourtant il n'était pas heureux, pourtant il n'était pas heureux. Je m'en vais quérir le bonheur, mais qui l'on saura me guider? Vite qu'on convoque sur l'heure les meilleurs de mes conseillers, les meilleurs de mes conseillers. On fit venir l'espérance, réputée pour sa bonne humeur, son enthousiasme et réjouissance dont elle emplissait tous les cœurs. On fit venir la crainte aussi, sage conseillère souvent, prudente et pleine de soucis, célèbre pour ses pressentiments, célèbre pour ses pressentiments. Comment faire pour être heureux? Comment éviter le malheur? Dois-je ne voir que le ciel bleu, ou suivre la voie de mes peurs, ou suivre la voie de mes peurs? La crainte disait pour être heureux, songe à toujours tout prévenir. Mais tu vas nous le faire mourir, disait l'espérance avec feu. Ainsi l'une montrait le soleil et toute chose qui émerveille, quand l'autre prédisait le pire, toutes les épreuves à venir, toutes les épreuves à venir. Et vous allez me rendre fou, à vous contredire surtout. Qui de vous deux est la menteuse, l'émerveillée ou la peureuse, l'émerveillée ou la peureuse? La vie est comme une fontaine qui pleure toujours, grande est sa peine, disait la crainte en illustrant ses dires de tristes arguments. Une fontaine, c'est bien cela, mais qui chante, ne l'entends-tu pas? Répondait toujours l'espérance, avec un grand sourire d'enfance, avec un grand sourire d'enfance. Le prince soudain les regarda, l'une légère pleine d'éclat, et l'autre grise et tourmentée, aux abois toujours effrayés, aux abois toujours effrayés. À quoi me sert la prévoyance si je suis à demi vivant? Le soleil m'a dit l'espérance revient après le mauvais temps. Les orages sont passagers, mieux vaut croire à la vérité. Du beau temps qui revient toujours, ne pas douter de son retour, ne pas douter de son retour. Je préfère entrer dans la danse et accueillir chaque saison, marcher au bras de l'espérance, avec le bleu pour horizon, avec le bleu pour horizon. Ainsi la crainte fut congédiée, qu'importe on l'appelait ailleurs. Les hommes ont souvent préféré ses conseils au chant de leur cœur, ses conseils au chant de leur cœur. Peut-être croiseras-tu pourtant, par grand soleil ou mauvais temps, quelqu'un qui porte en son regard toujours une lueur d'espoir. Un homme heureux aux yeux d'enfant, tout environné de printemps. Alors si cette pornographie est bien aussi présente et dans tant de moyens et de moyens faciles, je pense pas qu'il faut baisser les bras ou alors penser, comme le font certains parents, que c'est par la pornographie que les enfants vont se former à ce qu'est la sexualité. La relation affective et sexuelle, elle a besoin de tant d'autres choses que de regarder crûment ce que sont des rapports sexuels.
sans du tout donner le sens de ce que la sexualité peut avoir. La sexualité, elle est liée à l'amour. Sans l'amour, elle n'est que un plaisir, non seulement passager, mais un plaisir qui laisse des traces amères. Et c'est pour ça qu'il faut fixer des règles, sans doute, par rapport aux écrans. Alors, je vais très vite là-dessus. Les écrans, peut-être qu'on pourra en reparler, mais les écrans, ça prend beaucoup d'importance dans nos familles. Le psychiatre Serge Tisseron avait dressé une première liste des 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas d'internet seul avant 12 ans. Et des psychologues plus récents voient les choses un peu autrement. C'est ce qui va peut-être finalement se produire dans un dépôt d'une loi qui serait même au niveau européen. C'est une autre séquence. C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. Aucun écran avant 5 ans. Vous voyez, c'est plus sévère que ce que disait le psychiatre Tisseron. Aucun écran avant 5 ans, pas d'internet seul avant 12 ans. Parce qu'après, ils en ont besoin, on sait bien, pour l'école, etc. Et puis alors ensuite, pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et là, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça prend une importance chez les jeunes dont on n'a plus la maîtrise, parce qu'ils sont élevés et éduqués par les réseaux sociaux et de moins en moins par leurs parents. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de donner des limites, c'est-à-dire que l'accès aux ordinateurs, aux tablettes, aux smartphones, qui ont leur intérêt pour certaines choses, attention, il ne s'agit pas d'interdire, mais de limiter cet accès pour lutter contre la dépendance. C'est par exemple dans les heures, c'est se donner des heures dans la journée. C'est des lieux, jamais dans une chambre par exemple, ou jamais à table. Il y a donc des limites à décider ensemble d'ailleurs en famille, parce que les adultes vont aussi se plier aux mêmes règles. Sinon, c'est pas cohérent. Et puis, retarder au maximum, c'est dans l'adolescence justement, le fait de posséder son propre téléphone portable. Il y a des familles qui courageusement arrivent à tenir le coup jusqu'à la seconde, ce qui est à peu près l'âge de 15 ans. Et je vous dis, des députés, des psychothérapeutes, beaucoup de gens militent maintenant pour que les réseaux sociaux soient interdits au moins de 15 ans. J'espère qu'on va y arriver. Et puis un ordinateur dans une famille, c'est bien que ce soit pas un ordinateur dans sa chambre, mais un ordinateur peut-être un ou deux pour toute la famille, et qui est consulté dans un lieu qui est un lieu familial. Ça peut être l'entrée, un bureau, etc. Voilà, mais toujours penser qu'il faut accompagner les enfants dans l'usage des écrans. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage. Et pour nous adultes, c'est aussi une façon d'être beaucoup plus cohérent avec l'utilisation de ces outils. On ne fait pas n'importe quoi avec ces outils. Il est nécessaire d'apprendre aux enfants qu'on ne met pas d'informations ni de photos intimes, par exemple, ou trop personnelles sur les réseaux sociaux. Parce que ça, voilà, c'est terrible. On peut pas poster n'importe quoi, surtout que ça laisse des traces et que c'est peut-être quelquefois réutilisé par des personnes malveillantes. Ce qui est certain, c'est que nous, parents, nous sommes de formidables exemples et qu'il s'agit de maîtriser notre temps de connexion ou de navigation sur le web, parce que ainsi, ça sera plus facile d'exiger la même chose de nos enfants. Et voilà, et donc ça concerne finalement toute la famille. C'est bien ce que je disais au départ. La pornographie et l'utilisation des écrans, en fait, concernent tout le monde. On parle dans l'école d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Alors on fait attention à ça parce qu'il y a en même temps, je l'ai dit, l'idéologie du genre, la transidentité, toutes ces choses qui sont peut-être maladroitement
encouragé par l'éducation nationale. Or, c'est par les parents qu'il faut garder cette question de l'éducation. Même s'il y a des éléments plus techniques, qui relèvent plus de connaissances qui peuvent être données à l'école, sans doute dans un programme d'éducation sexuelle, mais qui respectent surtout l'intimité profonde des jeunes. En particulier, la pornographie, ça se résout bien quand il y a une image positive qui est donnée par le père et la mère, une image positive de la masculinité et une image positive de la féminité chez la mère. C'est ça qui aide l'enfant à se construire. Et on ne peut pas évoquer cette question sans aborder avec eux le sujet du mariage et le sujet de être père et mère. C'est tout ça qu'ils découvrent. Et ça fait partie de ce qui va être une construction de leur personne qui va leur faire passer beaucoup plus facilement au-delà de la pornographie et ne pas y trouver justement un intérêt. C'est pas dans le sens d'une morale d'obligation avec, vous savez, le permis et le défendu comme ça fonctionnait autrefois, mais une éducation affective qui ouvre à la liberté, au sens de la sexualité qui est dévoilée au fur et à mesure de la maturité de l'enfant. Et cela, alors que il est naturellement attiré parce qu'il aura découvert là-dedans, il faut pouvoir trouver plutôt le bien, le beau et le vrai qu'il y a dans la sexualité. C'est toute l'éducation à l'amour qui doit jouer un rôle important pour lutter contre toutes ces fausses représentations. Parce que la capacité à aimer, ça évolue, ça mûrit au cours de la vie, ça s'accompagne. Jean-Paul II disait « l'amour s'apprend ». Eh bien, ça nous revient justement, apprendre aux enfants ce qu'est l'amour. Cette éducation, ça doit se faire tout au long de leur développement et ça ne commence pas tout d'un coup à 13 ans qu'on va tout expliquer d'un coup, c'est plutôt c'est progressivement que l'enfant a besoin d'être éveillé à ce mystère de l'amour et de la sexualité. Notre rôle, il est pour ça, vous voyez bien, capital, parce que c'est dans l'atmosphère familiale où on perçoit toutes ces choses. Dans l'atmosphère familiale, les enfants perçoivent des milliers de choses, ils perçoivent des faits, des impressions. Ils ont un petit radar qui leur fait avancer sur cette question parce qu'ils en sont curieux, et c'est très normal, parce que c'est très beau. Voilà pourquoi ils sont attirés par ça. Alors spirituellement, bien sûr, il reste que la foi peut nous aider. Parce qu'en face de cette image caricaturale de la pornographie et une image aliénante de l'amour, notre foi chrétienne, avec toute l'anthropologie chrétienne, nous donne un regard parfaitement ajusté. C'est notamment la sexualité qui doit être accompagnée de la pudeur. La pudeur, ça s'éduque en famille. C'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi en famille. Le corps est préservé. Comme prêtre, prophète et roi, c'est ce que nous tenons de notre baptême, nous sommes avec nos enfants comme prêtres dans une grâce d'intercession pour eux. On peut prier avec eux et on peut prier explicitement pour qu'ils soient protégés et délivrés au besoin. On est prophète parce qu'on porte cette parole de Dieu, cet évangile de l'amour et de la sexualité qui est à notre portée, pour témoigner encore une fois de l'amour, de la beauté de l'amour et de ses exigences. Et nous sommes rois parce qu'il nous appartient d'avoir de l'autorité pour intervenir, pour prendre des décisions nécessaires à propos de toute la place en particulier des smartphones au milieu de nos enfants. Voilà qu'il y a beaucoup à faire et j'aurais aimé en dire encore un peu plus, mais il reste aussi le pardon pour toutes les chutes. Quand les enfants ont pu être, il y a le pardon, le sacrement du pardon auquel ils ont aussi affaire pour que la pornographie ne soit pas notre Dieu.